Nature et bien-être ce soir s'intéresse à la leucémie. Nous allons recevoir Heureuse Danondé, son invité, après ce reportage. Le cancer, j'en sais pas grand-chose. J'entends juste parler du cancer du sein, du cancer de l'utérus, du cancer de la gorge. Bon, je ne connais pas les autres types de cancers. Le cancer, c'est une maladie qui touche la plupart des organes du corps. Nous avons par exemple le cancer du sein, le cancer de l'utérus. Bon, il y a plusieurs types de cancers. Je connais quelques-uns, je dirais le cancer de la peau, le cancer du sein, le cancer du foie, le cancer du cerveau. Je dirais parmi les types de cancers, le cancer du foie est le plus dangereux, je dirais. Le foie est un élément essentiel dans le système digestif. Donc quelqu'un qui a un foie atteint, il ne saurait continuer de vivre en bonne santé. Pour moi, franchement, le plus grave, on pourrait dire la leucémie, donc le cancer du sang. Et il faut dire qu'actuellement, je suis très triste parce que je viens de perdre une copine qui a souffert longtemps de ce cancer, qui s'est battue pour vaincre ce cancer, mais malheureusement, le cancer a finalement eu raison sur elle. Et je confie ces enfants à l'Éternel et je prie chacun de nous de faire vraiment attention à tout ce que nous mangeons. Parce que même si on dit que le cancer est génétique, c'est quand même aussi dû à tout ce que nous mangeons. Voilà, vous l'avez compris, hein, cette dame, on sent qu'elle est émue puisque justement, elle connaît quelqu'un qui en est décédé. On espère qu'il n'y aura pas d'autres cas de décès et justement liés à la leucémie. Heureuse Danondé, bonsoir. Bonsoir Annette Belloum. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Quand on suit cette Vox Populi, on se rend compte pourquoi vous avez choisi d'en parler. Et oui, surtout que la population ne maîtrise même pas encore ce qu'on appelle cancer du ça c'est sang. à cause de vous, hein, chroniqueuse santé. Vous nous avez tellement parlé du cancer du sein, cancer de la prostate. C'est ça en fait. On n'a pas entendu parler beaucoup. Et heureusement hein, qu'on est tombé sur cette dame qui a pu dire que, ah bon, pour elle... C'était la seule? La seule en plus. Pour elle, le cancer le plus dangereux, c'est le cancer du sang. Et elle a donné ses raisons. On dit paix à l'âme de cette disparue-là. Et vivement que tout ce qui se fait au Bénin pour la prise en charge réduit le taux de décès liés à ce type de cancer-là. D'accord. Notre invité sur ce plateau, oui, c'est Dr Massi Romaric. Il est hématologue, homéopathe. Je crois, hein. Et hématologue tout court, c'est mieux. Hématologue tout court, c'est mieux. Hématologue tout court, c'est mieux. D'accord, hématologue tout court. On va y aller alors. Effectivement. Merci d'être avec nous, docteur. Merci à vous de nous avoir invités. Dites-nous pourquoi le cancer du sang, je dirais la forme beaucoup plus aiguë, selon mes recherches, est la plus dangereuse. C'est ce qui sévit le plus au Bénin et c'est ce qui touche le plus les enfants. D'accord, merci. Il faut juste savoir que quand on parle de cancer de sang, c'est un groupe très hétérogène de maladies cancéreuses. Et parmi ces pathologies cancéreuses, il y a un certain nombre qui sont dues au blocage de la cellule souche. La cellule souche étant la cellule primitive à partir de laquelle toutes les autres cellules sanguines vont se former. Les plaquettes, les globules rouges, les globules blancs vont se former à partir d'une cellule souche. Et cette cellule souche, au cours de sa maturation, va être à un certain moment bloquée précocement. Donc, on va avoir des cellules immatures bloquées qui vont échapper à tout contrôle de l'organisme, donc vont se multiplier de façon anarchique, vont infiltrer l'espace qui est prévu pour la formation des cellules normales qu'on appelle la moelle osseuse. Et c'est ce type de cancer qu'on appelle leucémie aiguë. Mais moi, je veux quand même comprendre qu'est-ce qui explique ce blocage-là. Ce blocage-là est dû à beaucoup de facteurs. Nous avons d'une part des facteurs génétiques. Attention, quand on parle de facteurs génétiques, il ne faut pas y voir tout de suite les facteurs génétiques constitutionnels. Il faut savoir que la cellule, au cours de sa vie, peut acquérir des mutations génétiques acquises qui sont dues à des agressions de l'environnement. C'est-à-dire un sujet qui est exposé par exemple aux hydrocarbures, notamment le benzène, peut avoir des mutations génétiques qui vont s'accumuler progressivement et qui vont permettre à ce que la cellule échappe plus tard à tout contrôle. Donc quand vous nous parlez
d'origine génétique, ce n'est pas forcément le père qui l'a ou la mère qui l'a, qui le donne. Pas du tout, je ne suis pas du Donc tout on peut encore dans ce naître sain, contexte. être normal. On peut naître sain, normal, et au cours de son évolution normale physiologique, les cellules peuvent acquérir ce que nous appelons des mutations génétiques acquises, qui sont totalement différentes des mutations génétiques constitutionnelles. D'accord. Bien entendu, il y a certaines mutations génétiques constitutionnelles qui vont prédisposer. Lorsque vous prenez par exemple les patients qui ont une trisomie 21, ils sont prédisposés à faire des leucémies plus tard. La fréquence de leucémie dans ce groupe de population est beaucoup plus élevée. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut les surveiller, il faut voir ce qui se passe. Et ça, c'est une forme de mutation génétique constitutionnelle. Mais au-delà de ça, il faut savoir qu'une personne normale qui n'a pas de mutation génétique constitutionnelle peut, au cours de son évolution, se retrouver face à des mutations génétiques acquises au sein des différentes cellules hématopoïétiques. Et ça dû à l'environnement? C'est dû essentiellement à l'agression de l'environnement. Là, vous parlez d'exposition au benzène. Alors, j'ai parlé de l'exposition aux hydrocarbures en général, donc le benzène. Je parlerai de l'exposition aux radiations ionisantes. Je parlerai de l'exposition aux pesticides. Je parlerai de l'exposition aux herbicides. Si vous permettez, docteur, on va y aller de telle sorte que les téléspectateurs puissent comprendre, puisque là on parle quand même des causes probables. Alors, quand on dit exposition aux hydrocarbures, est-ce ceux qui sont dans le secteur, peut-être ceux qui vendent, ou ceux qui produisent, ou ceux qui sont dans les usines, qui sont ceux qui sont concernés? Nous tous. D'accord. Même nous qui en mettons dans nos véhicules. Même nous tous qui mettons dans nos véhicules, nous sommes exposés, puisque d'une manière ou d'une autre, nous sommes exposés aux particules dégradées qui proviennent de l'utilisation de ces hydrocarbures. Donc nous sommes tous exposés. Quand je prends les pesticides, nous sommes tous exposés, puisque c'est utilisé. Les produits vivriers sont contaminés, nous en consommons, donc nous sommes exposés. Je prends j'ai parlé des pesticides, je parle des colorants, nous sommes exposés. Je parle des peintures, nous sommes exposés. C'est quoi ionisante? Vous avez dit quelque chose? La radiation ionisante, juste pour vous faire la cartographie, vous vous rappelez, on avait fait Hiroshima-Nagasaki. Ah, d'accord. On avait fait bombarder, on a fait déverser sur l'environnement des radiations. Et ces radiations sont supposées être des radiations ionisantes, sont supposées pouvoir entraîner des lésions au niveau des cellules, notamment provoquer des mutations génétiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également des facteurs infectieux qui peuvent prédisposer plus tard à développer des types de cancers. Lorsque vous prenez par exemple l'infection au virus de l'EBV, l'Epstein-Barr virus, qui est un virus qu'on trouve fréquemment dans le contexte. Terre à terre. C'est un virus simple, terre à terre. Ça sévit dans notre pays, là? On a de l'Epstein-Barr virus qui peut prédisposer après à développer des malformations génétiques. Là, je crois qu'on est tous inquiets. Là. Est-ce que vous décrivez presque un scénario, comme on le dit, un scénario Wahala? Non, c'est pas... On se retrouve tous dans les causes probables. Oui, justement, c'est justement pour ça que nous ne parlons pas de cause, nous parlons de facteurs de risque. Parce qu'en réalité, quand on parle de cause, cela veut dire qu'il doit y avoir une relation de cause-effet. Ça veut dire que toute personne exposée à la cause doit pouvoir développer l'effet. Ce qui n'est pas le cas avec les facteurs que nous décrivons actuellement. Et donc, c'est une accumulation, généralement, c'est une accumulation de plusieurs facteurs qui vont aboutir progressivement à la transformation de la cellule, qui va échapper à tout contrôle, qui va se multiplier de façon anarchique et qui va réprimer la formation de tout ce qui est cellule normale, d'où les manifestations qui vont en découler. Bon, avec ce que vous dites là, on se dit quand même que, bon, pour moi, c'est le cancer le plus qui fait le plus peur, hein, le plus peur, comme l'a dit la dame, parce que le cancer du sein, on en parle, c'est visible, on peut déjà se dire que, bon, il y a une déformation à son niveau, mais l'autre, c'est un peu liquide, ça se passe dans le sang. Donc là, ce n'est pas à vue d'œil. On a peut-être vécu avec ça pendant un bon moment. Quand est-ce qu'on commence par constater qu'on a un cancer du sang? Mais, première chose, je voudrais, et ça c'est quand même une situation auquel on fait face actuellement, généralement dans les pays en Afrique au sud du Sahara, et particulièrement au Bénin, nous avons cette vision très négative, très noire, qui relie cancer égale mort. Mais en réalité, il faut faire très attention parce que je comprends très bien la dame quand elle parle. Effectivement, ce sont les cancers du sang, ce sont des cancers agressifs. Mais la chance que nous avons,
c'est que nous avons au sein de ce groupe hétérogène, nous avons des cancers qui sont très curables, qui sont guérissables. D'accord. Je dis bien guérissables. Lorsque vous avez introduit, vous avez parlé des leucémies aiguës, qui sont très fréquents chez l'enfant. Ça fait à peu près le tiers des cancers qu'on rencontre chez les enfants. Il faut savoir que lorsqu'on prend par exemple la leucémie aiguë lymphoblastique type B, on peut la guérir à 80-90% chez les enfants. Lorsque vous allez un peu plus loin, vous prenez par exemple une leucémie aiguë promyélocitaire, les taux de guérison, je parle de guérison, je ne parle pas de rémission, les taux de guérison sont carrément à 90-100%. D'accord. Bon, donc ce sont des cancers qui existent, mais qui nécessitent qu'on puisse les diagnostiquer à temps et qu'on puisse les traiter dans les normes. C'est ça. Ça, c'est un autre débat à faire. Alors, pour ce qui concerne les manifestations, si vous avez compris tout de suite la genèse de ce que je viens d'expliquer, qu'il y a des cellules anormales qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont étouffer l'environnement naturel où doivent se produire les différentes cellules sanguines, vous allez vous rendre compte que si l'environnement est étouffé, la production des globules rouges ne se fera pas. Et du coup, le premier symptôme qui va apparaître sur cette ligne-là, ça sera l'anémie. Vous allez avoir un enfant ou un adulte qui va petit à petit être fatigué, présenter une pâleur, et là, ça commence par attirer l'attention. De la même façon, vous allez avoir la production des globules blancs qui va être étouffée, et donc le sujet ne va pas avoir de globules blancs. Et s'il n'a pas de globules blancs, qu'est-ce qui va se passer? Les globules blancs étant les cellules qui s'occupent de notre défense, ce sujet va faire des infections à répétition. D'accord. Il sera souvent malade. Il sera souvent malade, beaucoup de fièvre, beaucoup d'infections, et ça attire l'attention tout de suite. Et puis le troisième compartiment, c'est que vous avez les plaquettes, vous en avez parlé dans votre introduction. Les plaquettes s'occupent essentiellement de l'hémostase, c'est-à-dire que lorsque nous nous blessons, ce sont les plaquettes qui doivent aller sur le site pour arrêter l'hémorragie. Et donc, si vous n'en produisez pas suffisamment, eh bien, pour rien du tout, avec des traumatismes très minimes, vous allez saigner juste quand vous allez vous brosser les dents, vous voyez du sang qui commence à sortir. Donc, les trois syndromes, ce sont déjà des signes qui peuvent déjà alerter l'anémie, les infections à répétition, et puis les hémorragies. Ces trois groupes de signes sont regroupés dans ce qu'on appelle le syndrome d'insuffisance médulaire. D'accord. On va aller beaucoup plus dans le fond du sujet. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui se fait aujourd'hui au Bénin en matière d'avancée, les progrès thérapeutiques. Parce qu'il y a quelques années, on a quand même des patients qui disent qu'ils sont allés se faire soigner à Lomé, ils sont allés se faire soigner à l'extérieur. Pourquoi on ne peut pas se faire soigner au Bénin où ça a changé? Ça a changé. Ça a changé parce que c'est une bonne nouvelle. Ça change petit à petit et je pense qu'on va y arriver. Ce qui est important à savoir en matière de cancer, ce n'est pas seulement en matière de cancer du sang. En matière de cancer en général, ce n'est pas l'affaire d'une personne. C'est toujours l'affaire d'un groupe. C'est toujours l'affaire de plusieurs spécialistes. Et aujourd'hui, nous avons la chance que plusieurs spécialistes du domaine de l'hématologie sont sur place, à Cotonou. Et donc, vous avez un groupe de purs hématocliniciens, comme moi, ils sont un certain nombre. Vous avez également des oncologues pédiatres qui sont rentrés. Vous avez des oncologues, des chirurgiens oncologues qui sont rentrés. Et donc, vous avez un pool de professionnels de la santé outillés pour la prise en charge de ce type de cancer. Ce qui fait que le diagnostic se fait plus aisément. Et donc aujourd'hui, pour avoir le diagnostic d'une leucémie aiguë, c'est très facile pour nous. Même si nous n'avons pas tous les examens disponibles localement, les tout premiers se font très vite. Et les complémentaires, nous avons des collaborations avec des laboratoires en France, en Belgique, qui nous permettent d'avoir au bout d'une semaine, au bout de maximum 10 jours, les compléments. Ça, c'est déjà pour ce qui est du diagnostic. Et puis, pour ce qui est de la thérapeutique, nous avons la chance aujourd'hui, avec la mise en place de ces spécialistes qui sont rentrés, nous avons l'appui du GFAOP, c'est le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, qui nous vient en aide, notamment pour les enfants, qui met à disposition du service d'hématologie du CNHU et du service de pédiatrie de l'OMI Plateau, du CHD OMI Plateau, un certain nombre de drogues. De drogues qui nous permettent. Il faut savoir que la prise en charge des patients en matière de cancer, c'est de la chimiothérapie. Effectivement. Et notamment en matière de leucémie aiguë, c'est de la chimiothérapie très intensive. D'accord, mais c'est justement, beaucoup de parents se demandent si ce n'est pas trop agressif pour des enfants. Non, parce que rien n'est fait au hasard. Tout est mesuré. Tout est étudié, tout est ficelé dans des protocoles. Et comme je vous l'ai dit, quand on fait le diagnostic, on classe le patient et on voit quel est le protocole qui correspond au mieux au patient.
Eh bien, aujourd'hui, on parle de maladies résiduelles. On parle de maladies résiduelles, on n'en est pas encore arrivé là. Ah oui? Mais nous sommes en mesure aujourd'hui de faire une bonne induction, de faire une bonne consolidation, de voir si le patient a une rémission complète. Évidemment, très progressivement, nous allons arriver à la maladie résiduelle. Nous allons arriver progressivement, on l'espère vivement, pouvoir faire de la greffe. C'est notre ambition à nous tous, dans notre équipe. Pouvoir faire de la greffe localement, ce n'est pas un truc sorcier. Mais est-ce que déjà au Bénin, il y a déjà eu des malades de cancer du sang guéris? Pour le moment, le programme, il est tout nouveau. C'est un programme qui vient de commencer à peine 6 mois. Et donc, il faut encore du recul pour voir si les patients traités arrivent à la guérison. Parce que la guérison pour un cancer, il faut du temps pour pouvoir l'apprécier. Et de l'argent aussi. Il faut de l'argent aussi. Est-ce que tout ce plan mis en place pour la satisfaction des malades tient compte du leur coût de la prise en charge? Justement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le cancer, ce n'est pas l'apanage d'une personne. Mon patron a l'habitude de dire, nul n'est suffisamment riche pour prendre en charge seul un cancer. C'est toute une organisation derrière, le corps médical, les associations de la société civile, pour venir en appui. Même la nutrition, apparemment. Même la nutrition, même le psychologue, parce qu'il faut soutenir le patient, il faut soutenir l'entourage, il faut lui donner une bonne nutrition, il faut pouvoir le loger, c'est toute une organisation derrière. Je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour en parler. Permettez-moi de demander on n'a aux plus médecins de temps, un petit mot en fait aux populations, ces parents qui ont des enfants qui souffrent d'anémie de façon fréquente et tout ça, quel est le réflexe? Est-ce qu'il faut aller voir le pédiatre, le généraliste ou directement voir l'hématologue? Il faut voir le médecin le plus proche de vous. Le médecin le plus proche. Aura-t-il le réflexe, en fait, mon souci c'est là, aura-t-il le réflexe de penser à un cancer du sang? Suffisamment informés, suffisamment outillés. Nous venons de terminer une campagne de sensibilisation de tous les professionnels de la santé du nord au sud du Bénin. Et donc, ils sont suffisamment outillés et ils sont en mesure de détecter très tôt les premiers signes et de référer les patients vers les hématologues. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Merci, Romaric, pour ces informations. Rose Dalandé, vous tenir à votre dernière question. C'est normal, les téléspectateurs aussi ont certainement appris beaucoup de choses. On aura peut-être un plateau de 52 minutes avec Rose Dalandé aux commandes, justement. On y pense effectivement.